Un patron infiltré visite son propre cinéma et se fige en entendant la conversation de deux jeunes filles dans le hall. Antoine Dubois fixa son reflet dans le miroir des toilettes du personnel, se reconnaissant à peine. Le costume coûteux qu'il portait habituellement avait été remplacé par un uniforme de nettoyage gris. Sa barbe soigneusement taillée était maintenant une barbe de 3 jours, et ses cheveux habituellement coiffés étaient cachés sous une casquette de baseball usée. Il avait bâti son entreprise de cinéma à partir de rien pendant 20 ans, et maintenant il se tenait là, une serpillière à la main, comme si c'était son premier jour de travail. « Souviens-toi pourquoi tu fais ça », murmura-t-il pour lui-même en ajustant son faux badge au nom de Ed. Les mails anonymes reçus le mois dernier le hantaient encore, remplis de plaintes concernant les mauvaises conditions de travail, le traitement injuste et le moral des employés en chute libre dans toute sa chaîne de cinéma. Au lieu de se fier à un autre audit d'entreprise, il voulait voir la situation de ses propres yeux. Le Cinéma Majestic, fleuron de sa chaîne, semblait être le point de départ idéal. Il avait choisi le service de nuit, sachant qu'il y aurait moins de monde et qu'il pourrait observer plus facilement sans attirer l'attention. Alors qu'il poussait son chariot de nettoyage dans le hall, l'odeur caractéristique du popcorn et la musique des films provenant des salles lointaines ravivèrent en des souvenirs du début de son aventure. « Je te dis qu'il n'y a pas d'autre solution. »« Une voix basse parvint à ses oreilles. Deux adolescentes en uniforme de cinéma se tenaient à moitié cachées derrière une grande affiche de film, essayant visiblement d'éviter d'être vues. Antoine fit semblant de nettoyer le sol près d'elles, la tête baissée, tendant l'oreille pour saisir leur conversation. La plus grande des deux, dont le badge indiquait Sophie Martin, se tordait nerveusement les mains. « Sophie, c'est de la folie. » La plus petite, Léa Petit, répondit en chuchotant « On pourrait aller en prison. »« Tu crois que je ne le sais pas ?» siffla Sophie. La voix de Sophie tremblait. « Mais il a menacé de casser les jambes de Théo, Léa, les jambes de mon petit frère. Il faut que je trouve l'argent quelque part. » Antoine serra plus fort le manche de la serpillière. Il s'attendait à découvrir des problèmes classiques du travail, horaires injustes, plaintes salariales, peut-être du harcèlement, mais pas ça. « Combien tu lui dois ?» demanda Léa. « 2000 €, répondit Sophie, et Léa eut un hoquet de surprise. Les factures d'hôpital s'accumulaient. Aucune banque ne voulait leur accorder de prêt. Leur mère cumulait 3 emplois. Ce type, Marc Leroux, semblait être la seule solution à l'époque. « Mais cambrioler le cinéma ?» murmura Léa. « Il doit y avoir une autre possibilité. » Sophie eut un rire amer. « Tu sais combien on gagne ici? Même avec les heures supplémentaires, il faudrait des mois pour réunir cette somme. Marc Leroux veut l'argent la semaine prochaine ou... » Elle ne termina pas la menace. Antoine passait lentement la serpillière, digérant ce qu'il entendait. Il pourrait appeler la police immédiatement, mettre fin à tout ça avant que ça ne commence. Pourtant, quelque chose le retenait. Il y avait le désespoir de Sophie, la mention des factures d'hôpital, le frère malade. « Je ne peux pas te demander de m'aider, » continua Sophie. « Je sais que c'est mal. »« Assez !» intervint Léa. Sa voix était empreinte d'inquiétude et de loyauté. « Tu te souviens l'année dernière, quand ma mère a perdu son travail? On a failli être expulsés et tu m'as donné toutes tes économies. 800 €, c'était ça? Et tu n'as pas posé une seule question. » Léa prit une profonde inspiration. « Je suis avec toi. »« Dis-moi juste ce que je dois faire, » ajouta Léa. Leurs voix devinrent encore plus basses alors qu'elles chuchotaient à propos des caméras de sécurité et des changements d'équipe. L'esprit d'Antoine tournait à plein régime. En tant que propriétaire, il aurait dû être horrifié par leur plan, mais en tant qu'homme, son cœur se serra. Il avait lui-même grandi dans la pauvreté, vu sa mère lutter avec les factures. Entre le désespoir et le crime, la frontière est souvent mince, tracée par les circonstances plutôt que par le caractère. « Demain soir, » murmura Sophie. « Pendant la dernière séance du nouveau film de super-héros, tout le monde sera occupé. »« D'accord, » accepta Léa, la voix légèrement tremblante. « Mais promets-moi quelque chose. Si quelque chose tourne mal, tu t'enfuis. Ne m'attends pas. » Le bruit de pas approchant interrompit leur conversation et les filles se dispersèrent rapidement.
Sophie se précipita vers le comptoir de confiserie, tandis que Léa se dirigea vers la billetterie, comme si elle ne venait pas de planifier un vol. Antoine resta appuyé sur sa serpillière, sans pensée se bousculant dans sa tête. Il avait environ 24 heures pour décider quoi faire. La démarche logique aurait été d'alerter la sécurité, de les faire arrêter et de faire un exemple. Mais quelque chose le dérangeait. Sophie ne ressemblait pas à une criminelle endurcie. C'était une jeune femme désespérée essayant de protéger sa famille. Antoine sortit son téléphone et accéda à la base de données des employés, à laquelle il avait toujours accès. Sophie Martin, 19 ans, employée depuis 8 mois. Présence parfaite, plusieurs fois employée du mois, excellentes évaluations clients. Léa Petit, 18 ans, dossier similaire. Jusqu'à présent, toutes deux étaient des employés modèles. Le directeur du cinéma, Richard Fournier, passa à côté d'eux, ignorant Antoine qu'il prenait pour un agent d'entretien. Antoine vit les deux filles se raidir, leur langage corporel amical se transformant en un professionnalisme rigide et tendu. « Martin !» lança sèchement Fournier. « Que ces comptoirs soient impeccables. Le nettoyage d'hier soir était une catastrophe. »« Oui, monsieur, » répondit Sophie doucement. « Je ferai mieux. » Antoine observa Fournier s'éloigner d'un pas décidé, prenant mentalement des notes. Quelque chose n'allait vraiment pas dans l'attitude du directeur, mais il ne pouvait pas encore mettre le doigt dessus. Il avait besoin de plus d'informations avant de décider comment agir. Alors qu'il poussait son chariot vers les toilettes, un plan commençait à se former dans son esprit. Les prochaines 24 heures devraient être consacrées à tout découvrir sur Sophie, Léa et ce qui les avait menés à cette situation. C'est seulement après qu'il déciderait s'il devait les arrêter ou plutôt les aider. Il ne se doutait pas que le lendemain remettrait en question tout ce qu'il pensait savoir sur la gestion d'entreprise et le forcerait à redéfinir ses véritables responsabilités en tant que dirigeant. Le lendemain matin, Antoine arriva tôt pour son service, déterminé à mieux comprendre la situation de Sophie. Il se positionna près de la salle de pause, nettoyant méthodiquement les vitres, ce qui lui donnait une vue imprenable sur l'intérieur. Sophie était assise seule, un café froid à côté d'elle, tapant frénétiquement sur son téléphone. Des cernes sombres sous ses yeux témoignaient d'un manque de sommeil et ses mains tremblaient légèrement, alors qu'elle consultait une application qui ressemblait à celle d'une banque. « Encore 20 minutes, » murmura-t-elle en regardant sa montre, avant de sortir une petite boîte de pilules. Une notification SMS la fit sursauter. Même de loin, Antoine vit une série de messages menaçants défiler sur l'écran. L'un d'eux mentionnait son frère, Théo, avec des détails précis. La peur traversa le visage de Sophie. « Sophie ?» La voix de Léa retentit à la porte. « Fournier te cherche, il n'est pas content à propos de quelque chose. »« Quand est-ce qu'il est content, lui ?» grogna Sophie. Elle avala rapidement 2 comprimés. Elle luttait visiblement pour tenir le coup. Antoine reconnut les comprimés comme de simples analgésiques. « Il a dit ce qui n'allait pas? » Quelque chose à propos des chiffres de vente d'hier, trop bas. Il menace encore de réduire nos heures. Antoine vit le visage de Sophie s'effondrer un instant avant qu'elle ne se ressaisisse. C'était exactement l'expression qu'il voyait autrefois sur le visage de sa mère lorsque les créanciers appelaient. Tout au long de la journée, Antoine observa les faits et gestes de Sophie, tout en continuant à feindre de nettoyer. Elle travailla pendant sa pause déjeuner, grignotant une barre de céréales entre 2 clients. Lorsqu'une dame âgée eut des difficultés avec le distributeur de billets automatiques, Sophie passa 15 minutes à l'aider, malgré les cris de Fournier depuis son bureau sur la lenteur de la file d'attente. Pendant un moment plus calme, Antoine surprit une conversation téléphonique de Sophie. Sa voix était à peine audible. « Oui, Théo, je serai là pour ta séance de kiné. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Grande sœur s'en occupe. » Elle essuya rapidement ses larmes alors que de nouveaux clients arrivaient. Léa rejoignit Sophie pendant l'affluence de l'après-midi. « J'ai vérifié le changement d'équipe de la sécurité, » murmura-t-elle. Michel prend sa pause cigarette à 22h45 précise. Ça nous donne 12 minutes avant que... Martin! La voix tranchante de Fournier les interrompit. « Arrêtez de bavarder et vendez plutôt des menus. Vous croyez que le popcorn se vend tout seul? »
Antoine remarqua que Fournier s'acharnait particulièrement sur Sophie, rôdant constamment près d'elle et critiquant la moindre petite erreur. Lorsque Sophie laissa tomber un gobelet, Fournier lui ordonna de rester plus tard pour nettoyer toute la zone de confiserie, bien que cela ne fasse pas partie de ses tâches habituelles. Pendant ce service prolongé, Antoine surprit une autre conversation téléphonique de Sophie. « S'il te plaît, Marc, juste quelques jours de plus. Non, tu ne comprends pas. C'est pour le traitement de mon frère. » Sa voix tremblait. « S'il te plaît, ne lui fais pas de mal. Ce n'est qu'un enfant. » L'appel terminé, Sophie glissa le long du mur, essayant de se ressaisir, les mains tremblantes. Quelques minutes plus tard, Léa la trouva. « J'ai fait le calcul, » dit Léa doucement. Le coffre-fort dans le bureau de Fournier contient généralement environ 3 000 € les soirs de grande affluence. Elle chuchota cela presque en s'excusant. « Si on choisit bien notre moment, je connais le code, » avoua Sophie. « J'ai vu Fournier le taper en hurlant sur les coups, comme s'il ne nous voyait même pas. » La colère d'Antoine montait. En tant que propriétaire, il avait mis en place des politiques strictes concernant le traitement respectueux des employés. Il voyait maintenant Fournier les bafouer allègrement. Il était évident que Fournier ignorait toutes les directives. La négligence du directeur créait non seulement un environnement de travail toxique, mais elle permettait aussi au plan de vol des fils de prendre forme. Plus tard, alors qu'Antoine nettoyait près du bureau de Fournier, il surprit le directeur au téléphone. « Bien sûr, on réduit les coûts partout où c'est possible, » disait Fournier. « Ces jeunes n'ont pas besoin de pauses à chaque service, et s'ils se plaignent, il y a toujours quelqu'un d'autre prêt à prendre le poste. Le patron ne vient jamais vérifier de toute façon. » Antoine en eut assez. Il sortit son téléphone et appela discrètement son chef de la sécurité. « J'ai besoin de tout savoir sur un usurier nommé Marc Leroux qui opère près du Majestic. Et donnez-moi le dossier de l'employée Sophie Martin, avec tous les détails sur sa famille. » Il reçut les informations quelques heures plus tard. Le frère de Sophie, Théo, âgé de 14 ans, avait été diagnostiqué avec une maladie rare de la colonne vertébrale. Leur mère cumulait plusieurs emplois, mais ne parvenait pas à couvrir les frais des traitements spécialisés. Sophie avait commencé à prendre des services supplémentaires, mais Théo avait ensuite fait une chute et avait dû subir une opération d'urgence. C'est alors qu'elle s'était tournée vers Marc Leroux, un usurier tristement célèbre au passé violent. Le matin du vol prévu, l'ambiance était tendue au cinéma Majestic. Antoine arriva de nouveau tôt, l'uniforme de nettoyage semblant plus lourd que d'habitude sous le poids des décisions à prendre. Mais d'abord, il voulait comprendre précisément comment la gestion de Richard Fournier avait contribué à cette crise. Tout le monde était rassemblé. La voix forte de Fournier résonnait dans le hall avant l'ouverture. C'était la réunion matinale du personnel et Antoine s'était positionné près des poubelles, faisant semblant de trier les déchets recyclables, tout en écoutant attentivement. « Les chiffres d'hier étaient pitoyables », annonça Fournier en agitant un rapport. C'était clairement un avertissement destiné à tout le monde. 20% en dessous de l'objectif. Vous savez ce que ça signifie? Il marqua une pause, scrutant les visages effrayés. Ça signifie que certains d'entre vous n'auront plus de travail à la fin du mois. Antoine vit Sophie blêmir. Même Léa, d'habitude si calme, serra plus fort son carnet de notes. Ce n'était pas de la motivation, c'était de l'intimidation. « Martin !» aboya soudain Fournier. « Tes ventes de confiserie étaient particulièrement mauvaises. Une explication ?» Sophie s'avança légèrement. « Monsieur, j'aidais une cliente âgée qui était tombée. » « Des excuses, » la coupa Fournier. « Pendant que tu jouais à l'infirmière, nous avons perdu des revenus potentiels. C'est une entreprise, pas une œuvre de charité. » Il se tourna vers l'ensemble du groupe. « Nouvelle règle. Interdiction d'aider les clients au-delà de vos tâches spécifiques. Qu'ils se débrouillent, » Antoine bouillait intérieurement. Cela allait à l'encontre de tout ce que son entreprise représentait. Le service client ne se résumait pas aux ventes. Il s'agissait d'expérience, de connexion humaine. Fournier était en train de détruire des décennies de culture d'entreprise soigneusement bâtie. Au cours de la matinée, Antoine vit d'autres exemples des méthodes de gestion particulières de Fournier. Il chronométrait les pauses toilettes, réprimandait le personnel pour des erreurs mineures et leur rappelait constamment qu'ils étaient irremplaçables.
Lorsqu'un jeune employé nommé Jean posa une question sur une augmentation promise, Fournier éclata de rire. « Peut-être si tu ne t'étais pas porté malade le mois dernier, lança-t-il d'un ton moqueur. Je ne récompense pas les gens peu fiables. » « Mais ma mère était à l'hôpital, tenta d'argumenter Jean, mais sa voix manquait de force. « Pas mon problème, » répondit Fournier en s'éloignant. Pendant la pause déjeuner, Antoine entendit Fournier téléphoner dans son bureau. « Oui, tout est sous contrôle ici, » disait-il. « Le patron est une espèce de sentimental. Il croit au bien-être des employés ou quelque chose comme ça. Je me contente d'adapter les rapports pour qu'il voie combien mes méthodes permettent d'économiser. Il ne vérifie jamais en personne. » Les doigts d'Antoine blanchirent sur le manche de la surpilaire. Pourtant, des audits réguliers, des enquêtes de satisfaction des employés et des canaux de retour d'informations anonymes auraient dû être en place dans chaque cinéma. Il était évident que Fournier interceptait ou falsifiait ces données. L'après-midi révéla d'autres faits choquants. Fournier tenait une liste noire non officielle des employés qu'il jugeait fauteurs de troubles, principalement ceux qui remettaient en question ses méthodes ou signalaient des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité. Le nom de Sophie y figurait, avec une note indiquant qu'elle avait pris trop de pauses lorsque son frère était hospitalisé. Un agent de sécurité nommé Michel signala également à Fournier qu'une caméra à l'arrière était en panne. « Elle est en panne depuis des semaines, » rapporta Michel. « Ça pourrait être un risque pour la sécurité. »« Trop cher à réparer pour le moment, » rejeta Fournier. « Fais juste des rondes plus fréquentes par là. » Antoine nota l'emplacement de cette caméra défectueuse. Elle se trouvait précisément près de l'entrée que Sophie et Léa prévoyaient d'utiliser ce soir-là. La négligence de Fournier créait littéralement l'opportunité pour le crime. Plus tard, Antoine vit Fournier confronter à nouveau Sophie, cette fois parce qu'il manquait 2 € dans sa caisse. « Je vais les rembourser, » promit rapidement Sophie. « S'il vous plaît, ne me mettez pas de blâme. »« Tu vas rembourser, c'est sûr, » ricana Fournier, en restant après la fermeture pour nettoyer les toilettes, sans être payé pour les heures supplémentaires, bien sûr. C'était manifestement illégal. Antoine dut lui-même se réfugier dans les toilettes pour ne pas griller sa couverture et confronter immédiatement Fournier. Quand il en ressortit, il vit Léa consoler Sophie en larmes dans l'arrière-salle. « Je ne peux pas perdre ce travail, » sanglotait Sophie. « Le prochain traitement de Théo est la semaine prochaine. Sans la mutuelle, nous... » Les manquements de Fournier allaient bien au-delà de la mauvaise gestion. Il comprenait le vol de salaire et harcèlement, la violation des règles de sécurité et probablement la fraude. Le directeur avait non seulement créé un environnement de travail toxique, mais il avait aussi littéralement rendu possible le vol planifié par les filles. Richard Fournier avait méthodiquement démantelé tous les systèmes de protection et de soutien qu'Antoine Dubois avait initialement créés pour ses employés. Une écoute attentive permit à Antoine d'apprendre que Fournier avait été licencié de 3 postes de direction précédents pour des comportements similaires, mais qu'il avait toujours réussi à manipuler ses références. Il se vantait ouvertement auprès de son assistante de détourner une partie des budgets de réparation, empochant la différence tout en laissant l'infrastructure se détériorer. Seul le résultat net compte, répétait-il souvent, sans réaliser que ces méthodes nuisaient en réalité aux bénéfices. Les employés heureux font des clients heureux. Antoine l'avait appris au début de sa carrière. À l'approche du service du soir, Antoine fit un dernier tour d'observation. Il vit Fournier refuser une demande de congé à un employé pour son mariage, menacer une employée enceinte de licenciement pour trop de pauses toilettes et se moquer d'un client qui se plaignait d'un siège déchiré. Antoine se retira dans les toilettes du personnel pour digérer tout ce qu'il avait vu. Son propre cinéma, sa fierté, était devenu un terreau fertile pour le désespoir sous la direction de Fournier. Le vol planifié par Sophie Martin et Léa Petit n'était plus seulement une affaire d'usurier. C'était le symptôme d'une maladie plus profonde qui rongeait les fondations de l'entreprise. Les événements de cette nuit prenaient soudain une importance accrue. Il ne s'agissait plus seulement d'empêcher un vol ou de sauver 2 jeunes employés. Il s'agissait de réparer la défaillance systémique qui les avait poussés jusque-là. En regardant le soleil couchant à travers la fenêtre sale, il réalisa à quel point il devait agir avec prudence. Une simple intervention ne résoudrait pas les problèmes fondamentaux.
Licencier immédiatement Fournier, bien que nécessaire, ne réparerait pas les torts causés dans la vie des employés. Le véritable défi était de restaurer la confiance et de prouver aux employés que quelqu'un se souciait réellement d'eux. Mais d'abord, il devait empêcher 2 jeunes femmes désespérées de commettre une erreur qui pourrait ruiner leur vie. Vers 21h30, les spectateurs de la dernière séance commençaient à sortir. Antoine s'était posté près du local d'entretien, faisant semblant de vérifier l'inventaire des produits de nettoyage, tout en gardant un œil sur Sophie et Léa. Son téléphone enregistrait les conversations, rassemblant des preuves au cas où elles s'avéreraient nécessaires. « Il faut que ce soit parfait », murmura Sophie à Léa près de la fontaine à eau. « Ils viennent chercher l'argent demain matin. C'est notre seule chance. » Léa hocha la tête, tripotant nerveusement son badge nominatif. « J'ai revérifié les caméras, » nota Léa. « Il y a toujours l'angle mort derrière la salle 3. Fournier ne l'a jamais fait réparer après qu'on l'ait signalé la dernière fois. » Les filles se séparèrent rapidement alors que quelques clients passaient à côté d'elles. Antoine remarqua que la main de Sophie tremblait alors qu'elle servait les dernières commandes de popcorn. Son téléphone vibrait constamment, recevant probablement d'autres menaces de Marc Leroux. À 22h15, Sophie disparut dans les toilettes et Antoine l'entendit avoir des hauts-le-cœur à travers les minces cloisons. Le stress la rongeait visiblement. Lorsque Sophie ressortit, elle s'aspergea le visage d'eau froide, mais son regard brillait d'une détermination farouche. « Théo vient de m'envoyer un message », murmura-t-elle à Léa à la prochaine occasion. « Marc a envoyé des gens chez nous. » Sa voix se brisa. « Ils savent où il va à l'école. » Antoine posa la main sur le téléphone dans sa poche, tenté d'agir immédiatement. Son équipe de sécurité avait déjà rassemblé suffisamment de preuves contre Marc Leroux, mais intervenir maintenant risquait de pousser l'usurier à la violence. Il décida d'attendre encore un peu. Le dernier film se termina à 22h30. Alors que les dernières voitures quittaient le parking, Fournier émergea de son bureau, ses clés cliquetant. « Martin, petit, c'est vous qui fermez ce soir, » annonça-t-il avec un sourire narquois. « Il y a une inspection demain, alors que tout soit impeccable. Pas un grain de popcorn par terre. » Il s'arrêta à la porte, puis ajouta nonchalamment. « Ah, et les caméras dans le secteur B déconnent encore. Personne ne s'approche de là, c'est clair? » Antoine regarda Fournier partir avec dégoût. Le directeur leur offrait pratiquement le vol sur un plateau. Que ce soit par incompétence ou par négligence délibérée, il avait créé les conditions parfaites pour que le désespoir mène à l'acte. À 22h40, Léa mit leur plan à exécution. Elle s'approcha de Michel, l'agent de sécurité, avec une expression inquiète. « Il y a quelque chose de bizarre près du projecteur de la salle 6. Ça sent comme de la fumée, mais je ne suis pas sûr, » rapporta-t-elle. Michel soupira, regardant sa montre. Cela correspondait exactement à l'heure de sa pause cigarette habituelle. « Je vais voir, » répondit-il en se dirigeant vers le projecteur. Dès qu'il eut disparu, Sophie se glissa dans le couloir de service arrière. Antoine la suivit en silence, restant dans l'ombre. Il avait déjà pris des dispositions pour une sécurité supplémentaire autour du cinéma, prête à intervenir si nécessaire. « 5924, c'est le code !» murmura Sophie en s'approchant du bureau de Fournier. Sa main tremblait alors qu'elle tapait les chiffres. Un déclic retentit et la porte s'ouvrit. Antoine regarda Sophie se faufiler prudemment vers le coffre-fort, ses mouvements trahissant une répétition mentale de cet instant. Le clavier du coffre-fort brillait faiblement dans l'obscurité. C'était un vieux modèle qui aurait dû être remplacé depuis longtemps. Pendant ce temps, Léa s'était installée au poste de sécurité et, bien que visiblement nerveuse, elle modifiait avec des gestes décidés les angles des caméras pour masquer le bureau. Sophie ouvrit le coffre-fort avec une facilité surprenante. Fournier n'avait probablement jamais changé le code d'usine. Sophie eut un petit hoquet en voyant la quantité d'argent liquide. C'était largement suffisant pour payer Marc Leroux et sauver son frère. « Je suis désolée, » chuchota-t-elle en tendant la main vers l'argent. « Tellement désolée. » Le cœur d'Antoine se serra. Jamais au cours de sa carrière, il n'avait vu l'intersection entre des systèmes défaillants et le désespoir humain de manière aussi flagrante. Ces filles n'étaient pas des criminels endurcis, mais des jeunes femmes terrifiées, essayant de survivre dans un monde qui les abandonnait. À cet instant, le téléphone de Sophie s'alluma, éclairant son visage baigné de larmes.
Une nouvelle menace de Marc Leroux venait d'arriver. Cette fois, elle était accompagnée d'une photo de Théo endormi dans son lit d'hôpital. « Non, non, non !» Sophie faillit laisser tomber la liasse de billets. À cet instant, la voix pressante de Léa retentit sur le talkie-walkie. « Sophie, Michel revient! 20 secondes! » Sophie fourra l'argent dans son sac en tremblant, mais sa nervosité lui fit échapper plusieurs billets. Alors qu'elle se dépêchait de les ramasser par terre, le talkie-walkie crépita à nouveau. « Sophie, course! Fournier vient d'arriver sur le parking. » Antoine regarda sa montre, surpris. Le directeur n'était pas prévu ce soir. Son arrivée rendait la situation déjà dangereuse encore plus imprévisible. Sophie resta figée, serrant son sac contre elle. Les phares d'une voiture balayèrent dans le couloir au-delà du bureau et la voix furieuse de Fournier résonna depuis le hall. « Qui a laissé ses affiches ici? Martin, petit! »« Je ne peux pas le faire! » murmura Sophie en s'effondrant à genoux. L'argent s'échappa de son sac et se répandit sur le sol. « Théo, je suis désolée, Théo. » C'était le moment. Sophie avait atteint son point de rupture et Antoine savait qu'il ne pouvait plus laisser les choses aller plus loin. Ses filles méritaient de l'aide, pas une punition. Les pas de Fournier résonnaient dans le couloir, se rapprochant du bureau. Dans la salle de sécurité, Léa essayait désespérément d'effacer les enregistrements vidéo tout en tentant de retenir Michel. La situation était à quelques secondes de sombrer dans le chaos. Le sort de plusieurs personnes dépendait de ces quelques instants. L'avenir de Sophie, la santé de Théo, la loyauté de Léa, les méfaits de Fournier et l'âme même de l'entreprise qu'Antoine avait bâtie. Alors que l'ombre de Fournier se projetait dans l'embrasure de la porte, Antoine sortit de l'obscurité. Il était temps de se révéler et de clore cette soirée, mais pas de la manière dont quiconque s'y attendait. « Arrêtez, monsieur Fournier !» La voix d'Antoine trancha la pénombre, faisant sursauter Sophie et Fournier. « Qui diable êtes-vous » demanda Fournier en cherchant son téléphone. « Je ne ferais pas ça si j'étais vous » dit calmement Antoine en s'avançant et en retirant sa casquette. « Je suis Antoine Dubois, le propriétaire du Cinéma Majestic. Nous devons parler. » Le visage de Sophie se vida de toutes couleurs alors qu'elle reconnaissait le nom, l'argent éparpillé à ses pieds. Au loin, on entendit les pas précipités de Léa qui courait vers le bureau. « Monsieur, je peux expliquer, » balbutia Fournier, son arrogance s'évanouissant instantanément. « Je viens de surprendre ces voleuses. »« Silence !» coupa sèchement Antoine. « Sophie, ramassez cet argent. Léa, vous aussi, venez ici. » Antoine appuya sur un bouton de son téléphone et 2 agents de sécurité apparurent tout dans le couloir. « Personne ne va nulle part tant que nous n'aurons pas clarifié les choses, » continua Antoine. Léa entra prudemment et se tint aux côtés de Sophie, qui ramassait toujours les billets tombés avec des mains tremblantes. Antoine se tourna d'abord vers Fournier. « Vous êtes licencié avec effet immédiat. Cela fait 2 jours que je rassemble des preuves de vos manquements. Vol de salaire, harcèlement, négligence en matière de sécurité et même suspicion de détournement de fonds. La sécurité va vous escorter dehors. Mes avocats vous contacteront demain, » ajouta Antoine. Fournier resta bouche bée, mais les agents de sécurité s'avancèrent, ne lui laissant pas d'autre choix que de les suivre. Ces menaces furieuses résonnèrent longtemps dans le couloir. « Quant à vous deux, » Antoine se tourna vers les 2 jeunes filles, adoptant un ton plus doux. « Nous devons parler de Marc Leroux. » Les genoux de Sophie fléchirent, et Léa la rattrapa juste à temps. « Comment savez-vous pour lui? » demanda Sophie, à bout de souffle. « Je sais tout, » répondit Antoine en tirant une chaise et en leur offrant de s'asseoir. L'état de Théo, les factures d'hôpital, le prêt, les menaces. J'écoute et j'observe depuis 2 jours, depuis que j'ai surpris votre conversation par hasard. « Allez-vous nous arrêter ?» demanda Léa, tenant Sophie protectrice contre elle. « Non, » dit Antoine, à leur grande surprise. « Je vais vous aider. Mais d'abord, Sophie, dites-moi exactement combien vous devez à Marc Leroux et montrez-moi ces messages de menaces. » Sophie tendit son téléphone d'une main tremblante et lui montra la série de messages effrayants. La mâchoire d'Antoine se crispa en les lisant, notant les horodatage et les menaces spécifiques. « 2000 € plus les intérêts, » murmura Sophie. « Il les veut demain matin. Ensuite, » elle ne put terminer sa phrase. « Voici ce que nous allons faire.
déclara Antoine en sortant son propre portable. J'ai une équipe qui rassemble des informations sur Marc Leroux depuis 48 heures. Avec ces preuves, nous pouvons facilement le faire arrêter. Mais pour cela, il faut que vous déposiez officiellement plainte. « Il va faire du mal à Théo », murmura Sophie désespérément. « Plus maintenant », la rassura Antoine. « J'ai déjà pris des dispositions pour protéger votre famille. Les policiers sont postés devant chez vous et l'hôpital est également prévenu d'une menace potentielle. » Des larmes montèrent aux yeux de Sophie. « Pourquoi nous aidez-vous? Nous avons essayé de vous voler. »« Parce qu'il fut un temps où j'étais dans votre situation, » répondit doucement Antoine. « Il y a 30 ans, je travaillais dans un cinéma comme celui-ci et j'ai vu ma mère s'effondrer sous le poids des factures d'hôpital. À l'époque, le propriétaire m'a tendu la main quand j'en avais le plus besoin, » continua-t-il en sortant un papier de sa veste. « Maintenant, c'est à mon tour de transmettre cette aide. Voici un accord officiel. Je vais régler immédiatement votre dette auprès de Marc Leroux, ce qui mettra fin à la menace. En échange, vous coopérez avec les autorités contre lui et vous me rembourserez plus tard sans intérêt par des versements que vous pourrez vous permettre. » C'est trop généreux, balbutia Sophie. « Ce n'est pas de la générosité. C'est un investissement dans des personnes qu'un système défaillant a poussées vers le crime. » Antoine jeta un coup d'œil à Léa. « Et dans des personnes qui risquent tout pour aider leurs amis. » Léa rougit et baissa les yeux. « Je ne pouvais pas la laisser affronter ça toute seule, » dit Léa doucement. « Signez ceci, » proposa Antoine en tendant l'accord. « Et nous mettons fin à ce cauchemar maintenant. Un seul mot de votre part, et la police intervient contre Marc Leroux. » La main de Sophie tremblait en attrapant le stylo. « Et nos emplois ?» demanda-t-elle doucement. « Vous les gardez sous une nouvelle direction, » répondit Antoine. « En fait, je pense que des promotions s'imposent. » Il sourit légèrement. Quelqu'un qui a le courage de risquer la prison pour sa famille possède le dévouement nécessaire pour un poste à responsabilité. Alors que Sophie signait le papier, des années de tension semblèrent ne la quitter. Léa posa doucement une main sur son épaule, lui montrant son soutien. « Un seul appel, » dit Antoine Dubois en levant son téléphone. « Et Marc Leroux ne menacera plus jamais votre famille. Prête? » Sophie Martin prit une profonde inspiration, jeta un coup d'œil à Léa Petit, puis hocha la tête. « Oui, je veux que ça se termine. » Antoine composa un numéro et mit le téléphone sur haut-parleur. « Intervenez, » dit-il fermement. « Mademoiselle Martin dépose officiellement plainte. » Le faible son des sirènes s'entendit à l'autre bout du fil, et à cet instant, Sophie s'effondra complètement, sanglotant sur l'épaule de Léa. Des années de peur, de stress et de désespoir accumulés se libérèrent enfin, tandis qu'Antoine reculait respectueusement, leur laissant de l'espace. Quelques minutes plus tard, le téléphone d'Antoine vibra. Marc Leroux avait été arrêté à son domicile, où de nombreux contrats d'usurier et d'autres preuves avaient été trouvés. « Demain est un nouveau départ, » dit doucement Antoine après avoir raccroché. « Nouvelle direction, nouvelles règles, nouvelles opportunités. Rentrez chez vous et reposez-vous. C'est la première nuit depuis des mois où vous pourrez dormir sans crainte. » Alors que les filles s'apprêtaient à partir, Sophie se retourna. « Monsieur Dubois, pourquoi avez-vous laissé la tentative de vol aller si loin ?» demanda-t-elle, encore visiblement confuse. « Vous auriez pu nous arrêter il y a des jours. » Antoine eut un sourire triste. « Parfois, les gens ont besoin d'atteindre leur propre point de rupture pour accepter de l'aide. Je voulais que vous voyiez qu'il y avait une autre voie, même dans la situation la plus sombre. » Qui? Sophie et Léa quittèrent ensuite le cinéma sous escorte de la sécurité pour rentrer chez elles, tandis qu'Antoine observait les premières lueurs de l'aube à travers la fenêtre du bureau. Un mois plus tard, une énergie totalement différente régnait au cinéma Majestic. La peur et la rigidité avaient disparu, remplacées par des employés déterminés et confiants qui accueillaient les clients avec des sourires sincères. Antoine se tenait dans le hall d'entrée récemment rénové, observant le changement avec satisfaction. Les caméras de sécurité réparées fonctionnaient à nouveau, les sièges usés avaient été retapissés et l'ancien système de sécurité obsolète avait été remplacé par un équipement moderne. Mais le vrai changement ne résidait pas dans l'environnement physique. Sophie Martin portait désormais un badge indiquant « directrice adjointe »
et formait une nouvelle recrue au comptoir de confiserie. Son frère Théo, qui se remettait bien, la regardait fièrement depuis son fauteuil roulant. « Souviens-toi, disait Sophie à la stagiaire, si un client a besoin d'une aide particulière, prends le temps nécessaire. Notre objectif principal est que tout le monde se sente le bienvenu ici. » Pendant ce temps, Léa Petit, promue coordinatrice de la sécurité, parcourait les étages avec une tablette vérifiant les nouveaux systèmes de surveillance numérique. « Monsieur Dubois » s'approcha Sophie, un porte-bloc à la main. « Les enquêtes mensuelles de satisfaction des employés sont terminées. Voudriez-vous y jeter un œil? C'est la première fois que nous avons un taux de participation de 100%. » Antoine sourit, se rappelant avec quelle facilité Richard Fournier falsifiait ces mêmes enquêtes auparavant. « Et les résultats? » demanda-t-il. « Regardez par vous-même, » répondit Sophie en lui tendant le porte-bloc. Les chiffres étaient impressionnants. Le moral des employés avait grimpé en flèche suite au changement. Les nouvelles politiques étaient simples mais efficaces. Un salaire décent pour tous, une mutuelle santé effective immédiatement et non après 3 mois, des horaires flexibles pour aider les familles et des parcours d'avancement clairs. Nous avons reçu le premier appel sur la ligne d'assistance anonyme hier, rapporta Léa, qui les avait rejoints. Un de nos employés dans un cinéma du centre-ville avait besoin d'une chirurgie dentaire d'urgence. Le fonds d'aide a tout couvert. Antoine hocha la tête, une chaleur se répandant dans sa poitrine. Le fonds d'urgence mis en place suite à l'affaire de Sophie avait été étendu à l'ensemble du réseau de l'entreprise afin que plus personne n'ait jamais à se tourner vers des usuriers. « Ah, et le procès de Marc Leroux commence le mois prochain », ajouta Léa à voix basse. Le procureur dit que le témoignage de Sophie et les preuves que nous détenons lui vaudront une longue peine. L'enquête a révélé qu'il y avait de nombreuses victimes, dont beaucoup se manifestent maintenant. À ce moment, Théo apparut, propulsant lui-même son fauteuil roulant, un sourire excité aux lèvres. « Montre-lui le truc !» dit-il joyeusement à sa sœur. Sophie sortit son téléphone et ouvrit son application bancaire. « Voici mon premier remboursement pour vous », dit-elle fièrement à Antoine. « Ce n'est pas grand-chose, mais... »« Et c'est parfait », l'interrompit Antoine. « Bien que je pense que nous pourrions tout à fait annuler cette dette. »« Non, je dois la rembourser », répondit fermement Sophie. « Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est aussi pour retrouver ma dignité. » Antoine hocha la tête avec compréhension. Le plan de remboursement avait été conçu pour être gérable pour Sophie et Léa, sans leur imposer un nouveau fardeau financier. Dans l'après-midi, les auditeurs de l'entreprise arrivèrent pour une inspection inopinée. Cette fois, cependant, il n'y avait rien à cacher. Sophie et Léa guidèrent les auditeurs avec assurance à travers les différents services. « Votre taux de rétention du personnel s'est considérablement amélioré », remarqua l'un d'eux en examinant les documents. « Et la satisfaction client a augmenté de 40%. » « Des employés heureux font des clients heureux, » répondit Antoine, observant ses collaborateurs rire et s'entraider en accomplissant leurs tâches. La compétition toxique qu'avait autrefois encouragée Fournier avait laissé place à une véritable camaraderie. La réunion mensuelle du personnel de fin de mois se tint cette fois sous la forme d'un déjeuner traiteur, et non dans la précipitation avant l'ouverture. Antoine y annonça le lancement d'un nouveau programme de mentorat où les employés expérimentés aideraient les nouveaux arrivants non seulement sur le plan professionnel, mais aussi en leur offrant des conseils de vie. Parfois, les gens ont simplement besoin de quelqu'un qui les écoute, comprend leurs difficultés et les aide avant que le désespoir ne les pousse sur des chemins dangereux, dit-il aux personnes présentes. Assise au premier rang, Sophie écoutait les larmes aux yeux, sachant qu'Antoine faisait allusion à sa propre histoire, devenue une légende au sein de l'entreprise, bien sûr, avec des noms et des détails modifiés. Après la réunion, Antoine prit quelques minutes pour revoir tranquillement les enregistrements de sécurité récents. Le contraste était saisissant. Là où l'on voyait auparavant des visages anxieux et harcelés se précipiter d'une tâche à l'autre, on voyait maintenant des personnes confiantes accomplir leur travail avec fierté et joie. « Le directeur régional a appelé », annonça Léa, tirant Antoine de ses pensées. « 3 autres cinémas souhaitent mettre en œuvre notre nouveau programme de formation
et adopter ce système. Antoine ne fut pas surpris, car la nouvelle du redressement spectaculaire du Majestic s'était déjà répandue. Ce qui avait été une crise était devenu un modèle positif pour toute l'entreprise. « J'ai une idée », intervint Sophie, un peu hésitante, en s'approchant d'eux. « Et si nous créions un programme de bourse d'études pour les employés ou les membres de leur famille, par exemple ceux qui se destinent à une carrière médicale? » Le médecin de Théo l'a beaucoup inspiré. « Préparez une proposition », l'encouragea Antoine. « Nous la concrétiserons. » Alors que la soirée approchait, Antoine vit Théo aider au comptoir de confiserie, remplissant avec enthousiasme les cornets de popcorn et racontant aux clients qu'il voulait devenir médecin. Sophie supervisait à proximité, le visage empreint d'un calme et d'un contentement qu'on n'aurait pu imaginer chez elle auparavant. La dernière séance du soir commença, et Antoine s'apprêta à rentrer chez lui. Il s'arrêta à la porte, se remémorant cette nuit où tout avait failli tourner à la tragédie, mais qui était devenu en réalité un tournant décisif. Le cinéma n'avait pas seulement été sauvé d'un vol, il avait été transformé en un véritable phare d'espoir. « Au revoir, Monsieur Dubois !» lança Sophie en lui faisant signe, tout en comptant ouvertement la recette sur le comptoir du hall, et non plus enfermée dans un bureau sombre. « Au revoir !» répondit Antoine en sortant dans la fraîcheur de la nuit. En marchant vers sa voiture, il réalisa ce qu'était le véritable succès. Ce n'étaient pas les chiffres de profit ou l'expansion, mais la création d'un environnement où les gens pouvaient s'épanouir, grandir et aider les autres à faire de même. Le Majestic était devenu plus qu'une simple entreprise. C'était une véritable communauté, une famille où les secondes chances n'étaient pas seulement attendues, mais étaient le résultat naturel de la confiance et du soutien mutuel. Les enseignes lumineuses du cinéma baignaient le parking d'une lumière dorée, et sous le panneau « Nous recrutons », une nouvelle inscription avait été ajoutée. « Rejoignez-nous là où chaque histoire compte ». Demain apporterait de nouveaux défis. De nouveaux employés arriveraient avec leurs propres difficultés et leurs propres rêves. Mais cette fois, l'équipe était prête à soutenir chacun avant que le désespoir ne frappe à nouveau. Le cinéma Majestic était désormais un exemple vivant que dans le monde des affaires, le plus grand investissement est toujours l'investissement dans les êtres humains. Antoine monta dans sa voiture, sachant que ce n'était que le début d'une histoire plus grande. En quittant le parking, il laissait derrière lui non seulement un cinéma, mais toute une communauté capable de montrer que l'empathie et la solidarité peuvent véritablement tout changer.